Aujourd'hui, nous allons parler alimentation et hygiène de vie. Mais avant de commencer, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Le but de ma chaîne est de vous donner le maximum d'informations pratiques pour vous aider à prendre soin de votre santé grâce à une alimentation équilibrée. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez télécharger mon e-book gratuit, les 20 clés pour une alimentation saine et équilibrée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Alors, quel est le lien entre l'alimentation et l'hygiène de vie ? L'hiver, avec le froid, le vent, l'humidité qui l'accompagnent, n'est pas forcément craint par tout le monde. Si vous possédez de bonnes glandes surrénales, comme c'est en principe le cas pour les tempéraments sanguins ou bilieux, qui ont toujours chaud, vous pouvez même trouver du plaisir à vous y confronter. Mais pour les tempéraments nerveux et frileux, de plus en plus nombreux, il reste une période plus ou moins difficile à traverser. Que peut proposer la naturopathie pour que ce passage se fasse le plus en douceur possible ? Tout ce qui vit a la capacité de se guérir par soi-même. C'est vrai pour une plante, pour un animal, c'est aussi vrai pour nous. Cette guérison peut survenir spontanément, mais on peut aussi l'aider et l'accompagner. Ainsi, et contrairement à ce que beaucoup croient encore, la naturopathie ne consiste pas à soigner des maladies avec des remèdes naturels. Elle a pour rôle d'accompagner une personne sur son chemin d'auto-guérison, en lui apportant tout ce dont elle a besoin pour fonctionner normalement, mais aussi en enlevant tout ce qui l'empêche de fonctionner normalement. C'est seulement lorsque ces deux conditions sont remplies que notre médecin intérieur, entre guillemets, dont fait partie le système immunitaire, retrouve ses pleines capacités à entretenir ou à rétablir notre santé. Les agents naturels dont se sert la naturopathie, que ce soit les aliments, l'exercice physique, la gestion de l'équilibre psycho-émotionnel, les plantes, l'air, l'eau, la lumière, les techniques manuelles ou encore les techniques réflexes, vont donc être choisis pour solliciter, soutenir, dynamiser et accompagner les processus naturels d'auto-réparation et, si besoin, d'auto-guérison du corps. Ces moyens, qui constituent les fondements de l'hygiène vitale, peuvent être mis en œuvre à tout moment et en toute saison. Et nous passerons d'autant mieux l'hiver que nous aurons pris soin aux saisons précédentes de notre organisme en général et de notre intestin et de sa flore ou microbiote en particulier, parce que celle-ci est responsable au moins à 70% de notre immunité. Les maux de l'hiver. En plus du froid et de l'humidité, les menaces qui nous guettent se nomment bronchite, rhinite, rhinopharyngite, sinusite, trachéite, rhume, angine, grippe ou encore gastro-entérite. Nous constatons qu'elles se localisent, sauf pour la gastro-entérite bien sûr, sur la muqueuse respiratoire. Elle se manifeste par une inflammation et ou une congestion des muqueuses par de la toux, de la fièvre parfois et souvent par des écoulements de mucosité. Pourquoi le système respiratoire est-il particulièrement concerné ? Pour bien comprendre cela, il faut faire un détour par le système digestif. Le foie et l'intestin, ainsi que les poumons, les reins et la peau sont des émonctoires, c'est-à-dire des organes capables d'assurer le nettoyage de l'organisme et l'élimination des déchets. Or, il s'avère que le foie et l'intestin sont les émonctoires principaux par lesquels les mucosités évoquées plus haut sont éliminées. Celles-ci proviennent de la consommation excessive et ou de la digestion incorrecte de certains aliments comme les produits laitiers, les glucides, simples ou complexes, ou encore le gluten et les graisses. Dans des conditions normales de fonctionnement, les poumons ont pour fonction d'éliminer le gaz carbonique. Mais en cas d'insuffisance hépatique et ou intestinale, lors de constipation chronique par exemple, la muqueuse respiratoire peut jouer un rôle annexe d'élimination des mucosités. Elle prend ainsi le relais d'un foie et ou d'un intestin défaillant. Il est à noter que cette relation poumon-gros intestin se fait par l'intermédiaire du sang et de la lymphe, et cela se retrouve également en médecine traditionnelle chinoise. Pourquoi la muqueuse respiratoire ? Plusieurs raisons peuvent expliquer que le système respiratoire est plus sollicité en hiver. En numéro 1, l'agression directe de la muqueuse respiratoire. Le système respiratoire est en première ligne vis-à-vis de l'agression de l'air froid et humide. Pour maintenir la température de la muqueuse, il s'y produit un afflux sanguin. Et si le sang est chargé en déchets, ceux-ci viennent la saturer et la congestionner. Les mucosités vont alors chercher à s'écouler, provoquant un rhume ou une rhinite s'il s'agit des voies respiratoires supérieures, ou le réflexe de toux s'il s'agit des poumons. C'est le même phénomène qui se produit lorsque nous courons après une période de sédentarité et que nous avons l'impression, au bout de quelques minutes, de cracher nos poumons.
A l'inverse, le chauffage de nos maisons, surtout le chauffage électrique, peut assécher excessivement l'air ambiant, ce qui constitue également une agression pour notre muqueuse respiratoire. Pour remédier à cet inconvénient, il est possible d'utiliser des saturateurs pour radiateurs, qui ont pour fonction d'humidifier l'air ambiant. En numéro 2, le manque de lumière et la baisse de l'immunité. S'il fait nuit lorsque nous nous levons, que nous travaillons en intérieur avec une lumière artificielle et que nous sortons du travail alors qu'il fait à nouveau presque nuit, nous manquons de lumière. Ce manque induit, à plus ou moins longue échéance, une baisse de l'immunité par déficit de vitamine D. Le manque de lumière entraîne aussi un excès de production de mélatonine, l'hormone du sommeil. En produire la nuit est normal et souhaitable, mais continuer à en produire le jour à cause du manque de lumière induit une baisse de morale, voire une dépression saisonnière, et va aussi favoriser une baisse de l'immunité. Enfin, avec la nuit qui s'allonge, nous aurions besoin d'une heure de sommeil en plus. Si nous ne nous l'accordons pas, nous ne respectons pas nos rythmes vitaux. Le manque de sommeil entraînera ainsi une fatigue supplémentaire qui diminuera encore nos capacités immunitaires. En numéro 3, la présence du virus de la grippe ou de la gastro-entérite. Ces virus sont plus disponibles entre guillemets en hiver car ils résistent bien au froid. Et comme notre système immunitaire est souvent plus affaibli l'hiver, nous aurons alors plus de risques d'y succomber. Mais souvenons-nous aussi de Claude Bernard et d'Antoine Béchamp. L'histoire a oublié que ces deux grands chercheurs furent en opposition constante avec leur contemporain Louis Pasteur, face auquel ils ont toujours affirmé, je cite, « Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout ». Rendons également hommage au professeur André Wolf, prix Nobel de médecine en 1965, avec François Jacob et Jacques Monod, qui a démontré dès 1970 le rôle majeur de la fièvre dans la guérison des infections virales. Et enfin en numéro 4, les changements alimentaires. En hiver, nous aurons plus envie de consommer des féculents, des céréales, des aliments sucrés, des graisses sous différentes formes, comme les fromages ou la charcuterie. Ce sont des aliments de saison parce qu'ils vont nous apporter les calories nécessaires pour lutter contre le froid. Mais ils sont également les principaux producteurs de mucosité. Il va donc falloir résoudre ce dilemme en ajustant notre consommation à nos besoins réels. Seule la mastication est en mesure de nous apporter l'information exacte sur la quantité de nourriture dont nous avons besoin, en laissant à notre cerveau le temps d'analyser ce que nous introduisons dans notre corps. Celui-ci nous enverra alors la sensation de satiété lorsque nos besoins réels, à bien distinguer de nos envies, seront satisfaits. Prendre le temps de mastiquer doit nous permettre de sentir ce qui est juste pour nous, autant en termes de quantité que de choix alimentaires. Je vous propose de voir maintenant qu'est-ce qu'une alimentation adaptée en hiver pour booster notre immunité. En numéro 1, des légumes et des fruits de saison. Il est souhaitable et possible de consommer des légumes été comme hiver, d'autant qu'ils s'accommodent avec tout. Nous serons plus attirés par le cru l'été parce qu'il va nous rafraîchir et davantage par le cuit l'hiver parce qu'il va nous réchauffer. On privilégiera autant que possible la cuisson à la vapeur douce, la plus respectueuse de la qualité nutritionnelle des aliments. La formule pour consommer des légumes de saison est simple. Il suffit de manger local, c'est-à-dire produit dans un rayon de 200 km autour de chez nous. La nature met ainsi à notre disposition tous les légumes nécessaires pour passer l'hiver. Par exemple de la mâche, des endives, mais aussi des pommes de terre, du potimarron, des potirons, des carottes, des navets, du poireau et tous les choux. De quoi faire de délicieuses soupes ou potées. Le cas des fruits est beaucoup plus délicat. À quelques exceptions près, la nature nous donne les fruits l'été et ce n'est pas un hasard. En effet, tous, sauf la banane, contiennent des acides. Et moins ils sont mûrs, plus ils en contiennent, et inversement. Les agrumes sont ceux qui en contiennent le plus. Or, les acides ont la capacité de nous rafraîchir. Si ces fruits sont de saison, dans les régions où ils poussent, c'est-à-dire en Corse, en Sicile, en Espagne ou encore en Afrique du Nord, ils devront être consommés avec discernement par les tempéraments frileux. En effet, les acides des fruits sont facilement éliminés par la voie pulmonaire, c'est-à-dire le système respiratoire, par les tempéraments chauds, sanguins et bilieux qui possèdent une bonne vitalité. Mais plus vous êtes frileux, plus vous avez perdu cette capacité. Ainsi, consommer à contre-saison, c'est-à-dire en hiver, à contre-tempérament, c'est-à-dire si vous êtes de tempérament nerveux ou frileux, et même au mauvais moment, c'est-à-dire quand le corps est froid, les fruits crus en excès peuvent contribuer à entretenir ou aggraver une frilosité, signe parmi d'autres d'une acidification de l'organisme. Si c'est le cas, fatigue, rhume et rhinite chronique seront alors au rendez-vous. Quant aux fraises, cerises et tomates qui nous viennent de l'hémisphère sud, c'est un non-sens que de les consommer en plein hiver.
Pour des raisons identiques, attention chez les frileux toujours aux fruits exotiques qui viennent des pays chauds et auxquels on n'a peut-être pas laissé le temps de mûrir complètement. On ne se trompe jamais en consommant les produits du terroir et de saison, comme par exemple les pommes, les poires, les kakis, les kiwis. Les bananes restant néanmoins une exception très intéressante pour l'hiver puisque dépourvues d'acide. Souvenons-nous que nos grands-parents et leurs prédécesseurs ont survécu sans jus d'orange en hiver, juste avec des légumes riches en vitamine C comme les choux, ce qu'ils avaient sous la main. Si, malgré votre frilosité, vous souhaitez consommer des fruits en hiver, la forme la plus adaptée est alors le fruit séché, par exemple raisin sec, figue ou encore pruneau, car le séchage en a éliminé les acides. Ils peuvent être dégustés tels quels. On peut aussi les faire tremper une nuit dans l'eau pour les réhydrater et les rendre ainsi plus digestes et avoir quasiment l'équivalent d'un fruit frais sans subir l'inconvénient de l'acidité. Enfin, les fruits peuvent en hiver se consommer cuits et chauds sous forme de compote. On les réchauffera encore un peu plus en y ajoutant des épices telles que la cannelle, le gingembre ou encore la cardamome. Parmi les nombreux bénéfices en termes de vitamines, minéraux, oligo-éléments, polyphénols qui résultent de la consommation régulière de légumes et de fruits, il en est un en rapport avec les fibres qu'ils apportent. Certaines d'entre elles font office de prébiotiques, c'est-à-dire qu'elles permettent de nourrir les bactéries probiotiques, lesquelles constituent le microbiote, indispensable à la vie et garant de notre immunité. Certains légumes, à condition qu'ils soient lacto-fermentés et consommés crus, assurent un apport direct de bonnes bactéries. La choucroute en est un très bon exemple, qui plus est de saison. En consommer chaque jour une petite quantité, de l'ordre d'1 à 3 cuillerées à soupe, va contribuer à maintenir l'équilibre de notre microbiote. Mais comme leur nom l'indique, les légumes lacto-fermentés contiennent de l'acide lactique et les frileux ne devront pas en abuser au risque là encore de s'acidifier et d'aggraver leur frilosité. En numéro 2, les lipides et glucides complexes. L'hiver, nous avons besoin de nous protéger du froid. Imagine-t-on les Inuits se nourrir de fruits et de légumes? D'abord, ce ne serait pas local, car évidemment, rien de tout cela ne pousse chez eux. Mais surtout, il leur serait impossible de résister au froid. Ils ont donc besoin de consommer beaucoup de graisse. Les aliments les plus adaptés seront ceux dont la digestion va produire de la chaleur et de l'énergie. On a par exemple les glucides complexes, comme les féculents, les céréales semi-complètes, ou encore les légumineuses et les graisses, qu'elles soient d'origine animale ou végétale. En premier lieu, parce que d'une part, elles ont une haute teneur en calories, et que d'autre part, en les stockant dans l'organisme, elles servent d'isolant thermique. Il est normal d'être attiré par le gras l'hiver, sans exclure les charcuteries qui composent certains plats de saison comme la choucroute ou la potée, et sans oublier les petits poissons gras. Nous privilégierons aussi comme source principale de graisse les oléagineux, les avocats, les olives, les amandes, noisettes, noix du Brésil, pignons de pain ou encore graines de lin, ainsi que les huiles. Enfin, en numéro 3, on se régale avec les boissons chaudes. Elles doivent, elles aussi, nous apporter la chaleur qui manque à l'extérieur. Instinctivement, nous nous tournons vers les boissons chaudes. Et l'hiver doit être la fête des tisanes, des thés, des soupes et des chocolats au lait végétal. C'est la période où nous pourrons particulièrement apprécier les infusions à base d'épices, de cannelle, de gingembre, de girofle ou encore de cardamome pour leurs vertus réchauffantes, anti-infectieuses et immunostimulantes, ainsi que les bouillons à base de miso. Les boissons glacées ainsi que les glaces et les sorbets sont bien sûr à éviter. Et les tempéraments frileux ne tireront que des avantages à boire tiède et chaud tout au long de la journée. Voyons maintenant les autres accompagnements au niveau de l'hygiène de vie à privilégier en hiver. En numéro 1, sauna et hammam. Dans les pays nordiques où la saison hivernale est longue et rigoureuse, la coutume a instauré la pratique du sauna. Sa chaleur sèche est un bon antidote au froid humide de nos hivers et permet aux frileux de renforcer leurs glandes surrénales de façon plus adaptée et plus agréable que celle qui consisterait à se confronter en plein hiver directement au froid. Pour les mêmes raisons, la pratique du hammam pourrait très bien se substituer ou alterner avec le sauna. Attention, il existe des règles d'utilisation du sauna qu'il est impératif de connaître et de respecter. En particulier l'application d'eau qui suit obligatoirement chaque passage dans le sauna parce qu'elle sert à évacuer la chaleur accumulée dans le corps qui devra voir sa température être parfaitement adaptée aux capacités réactionnelles de chacun. La température adaptée sera celle qui permettra à l'organisme de produire en retour une réaction bénéfique de chaleur. A l'inverse, toute sensation de froid persistante sera dévitalisante. Chez un débutant en sauna, entre guillemets, la douche se prêtera mieux que le bain pour ajuster la température de l'eau, qui pourra être aussi bien froide que fraîche ou tiède. En numéro 2, les bains chauds. À condition de posséder une baignoire, le bain chaud le soir est un autre procédé permettant de passer l'hiver en douceur.
Il détend, relaxe, favorise le sommeil et bien sûr vous réchauffe si vous avez froid. En numéro 3, les bains de pieds et les bouillottes. Si vous n'avez accès ni au sauna ni au hammam et que vous n'avez pas de baignoire, il vous reste le bain de pieds chaud et la bouillotte. Nous ne pouvons pas nous endormir tant que nous avons les pieds froids. Si telle est votre tendance, le bain de pieds chaud, en plus de vous réchauffer, de vous relaxer et de vous détendre, presque comme un bain chaud, favorisera votre endormissement. Quant à la bouillotte, glissée au fond du lit, collée sur votre ventre ou dans votre dos, elle pourra presque vous faire aimer l'hiver. En plus de vous réchauffer, la bouillotte sur le ventre soutiendra aussi le foie, auquel on reconnaît maintenant un rôle important dans la régulation de la réponse immunitaire. Et il est un autre usage de la bouillotte auquel on pense rarement, qui consiste à l'emmener avec soi bien qu'elle est sous le manteau, pour continuer à profiter dans un grand confort, et quelles que soient les rigueurs du climat, des balades dans la nature. Et en numéro 3, l'exercice physique. Bien passer l'hiver, c'est aussi continuer à renforcer son système respiratoire en faisant de l'exercice à l'extérieur. En effet, sortir au grand air permet une meilleure oxygénation de l'organisme et donc de meilleurs échanges cellulaires, car la qualité de l'air dans la nature est supérieure à la qualité de l'air à l'intérieur des maisons. Aussi, sauf fragilité respiratoire avérée, il est souhaitable de s'aérer tous les jours si possible et d'adapter la durée et l'intensité des balades à sa forme physique. En résumé, afin de passer l'hiver en douceur et d'éviter que bactéries et virus ne trouvent un terrain favorable à leur installation, il nous faudra surveiller les entrées en choisissant des apports nutritionnels de qualité correspondant à nos besoins, surveiller également les sorties, nos émonctoires et en particulier le bon fonctionnement de notre foie et de notre intestin. Maintenir un système respiratoire fort grâce à un exercice physique régulier. En fonction de notre tempérament, ne pas hésiter à apporter de l'extérieur la chaleur que notre organisme ne parvient pas à produire par lui-même. Ce sont déjà de très bonnes bases pour pouvoir passer un bon hiver en bonne santé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin, je vous mettrai juste en dessous de cette vidéo des liens pour découvrir des livres sur ce thème. N'hésitez pas à cliquer sur les liens. Je vous invite à dire en commentaire comment vous boostez votre immunité en hiver, que ce soit par l'alimentation, l'exercice physique ou encore tout autre petit truc naturel. Je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de monde. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser et inspirer des personnes autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.